Bonjour, dans cette 26e capsule vidéo, je vais vous parler d'un jeu de dés qui vise à rendre un petit peu plus concret certaines notions que j'ai abordées avec vous dans les deux capsules vidéo précédentes. Puis c'est un jeu dans le fond qui est en cohérence avec le petit texte de Caron 2001 que je vous ai fait lire. Donc c'est un jeu qui pourrait se faire dès le début du primaire. Là, et en ajustant la complexité qu'on peut y aborder, ben, on pourrait le travailler aussi au deuxième cycle ou au troisième cycle du primaire selon ce qu'on veut. Mais ce serait possible dès le premier cycle du primaire. L'objectif de la capsule est lié à deux objectifs spécifiques du cours, donc de développer la motivation et la confiance en soi par des activités qui demandent l'usage de mathématiques, y compris dans des activités déstabilisantes ou difficiles, puis d'appuyer toute connaissance mathématique sur l'utilisation de différents instruments, donc dans ce cas-ci du matériel de manipulation puis un simulateur, en exerçant un jugement critique. Donc le jeu de dés est le suivant. Il y a un forain qui vous propose un jeu de dés. Voici le jeu. Donc, vous lancez 2 dés, puis s'il y a un 2 ou un 4 sur le dé, ben, vous gagnez 1 $. Sinon, vous perdez, puis vous remettez 1 $ au forain. Donc, est-ce que vous acceptez de jouer à ce jeu-là? Pourquoi? Donc là, je vous demande d'abord, avant toute autre explication, mais je vais juste vous montrer. Donc, si je lançais les 2 dés, j'ai eu un 2 et un 2. Donc, dès qu'il y a un 2 ou un 4, ben, vous gagnez 1 $. Je lance encore. J'ai eu un 3 et un 6. Donc, il n'y a pas de 2 ou pas de 4. Donc, là, vous remettez 1 $ au forain. On joue une autre fois. 1 et 1, il n'y a pas de 2, pas de 4. Donc, vous remettez 1 $ au forain. Donc, selon vous, pour qui ce jeu est-il favorable? Est-ce que c'est un jeu qui est favorable aux joueurs? Est-ce que c'est un jeu qui est favorable aux forains? Est-ce que c'est plutôt un jeu équitable? Donc, je vous laisse y répondre selon votre prédiction. Maintenant, ben, je vous propose de jouer, de le faire, donc d'essayer de voir, de mettre à l'épreuve finalement votre prédiction. Donc, comment vous pouvez faire? Ben, si vous réussissez à trouver 2 dés comme vous avez dans un jeu de Monopoly ou quelconque, peu importe, vous pouvez prendre les 2 dés et réaliser des essais pour voir est-ce que ça arrive plus souvent que vous gagnez ou que vous perdez. Puis, si vous n'avez pas de dés sous la main, vous pouvez utiliser en fait ce lien ici, dvirtuel.com/2-d, qui permet de réaliser un lancer de 2 dés. Là, vous pouvez le faire quelques fois. En fait, autant de fois que vous avez besoin pour répondre à la question, là, pour jouer à ce jeu. Donc maintenant, je vous invite en fait à me partager quels sont les résultats que vous avez obtenus, là, puis tenter d'être explicite là, pour me dire à partir de vos résultats, qu'est-ce que vous avez obtenu. Donc voici un exemple de ce que moi j'ai obtenu quand je l'ai fait 20 fois. Donc j'ai réalisé 20 essais et on peut voir dans le fond que quand j'ai obtenu, dès qu'il y a un 2 ou un 4, j'ai mis les résultats en vert. Donc, je peux voir ici que j'ai gagné un certain nombre de fois. J'ai gagné en fait 10 fois sur 20, puis j'ai perdu 10 fois sur 20. Donc ici, est-ce que dans ce cas-là, si on avait ici la droite des probabilités impossibles, les extrémités impossibles et certains, puis au milieu possible, est-ce que, selon vous, est-ce que le fait de gagner une partie, est-ce que c'est un événement impossible, un événement possible ou un événement certain? Donc, c'est un événement possible. Si c'était impossible, en fait, ça veut dire que je ne pourrais jamais gagner. Si c'était certain, c'est que je gagnerais toujours. Et possible, c'est quelque part entre les deux. Il est à noter que sur mes 20 essais, même si j'avais gagné les 20 fois sur 20, ça ne voudrait pas dire nécessairement qu'il est certain. Je pourrais être dans un cas rare où j'ai toujours gagné, mais ce n'est pas nécessairement certain. Et au contraire, j'aurais pu gagner 0 fois sur 20. Et ça ne veut pas dire pour autant que c'est impossible. Donc, ça aurait pu être attribuable juste à cet échantillon d'essais. Donc, dans ce cas-ci, ici, je vous invite à revenir sur votre prédiction. Dans le fond, ben, moi, dans mon cas, par exemple, si j'avais dit que, OK, avoir un 2 ou un 4 sur un dé, ben, il y a juste 2 cas favorables sur 6 cas possibles, 2 cas favorables sur 6 cas possibles. Donc, j'aurais pu dire, ben, il y a plus de cas défavorables que des cas favorables. Donc, j'aurais pu dire, ben, non, je pense que ça, c'est un jeu qui est favorable aux forains. Et si j'avais cette idée-là, que le jeu est favorable aux forains, ben ici, en regardant, sur mes 20 essais, j'ai gagné 10 fois, perdu 10 fois, donc c'est un peu dur j'aurais pas tendance à modifier ma prédiction. Je peux dire, OK, oui, c'est peut-être équitable, mais bon, il n'y a rien qui me convainc non plus, j'ai pas gagné si souvent que ça non plus. Et là, ça amène à se poser comme question, ben, est-ce que la tendance est fiable?
Donc ici, j'ai obtenu des fréquences là, qui sont dans une approche fréquentielle. Donc j'ai réalisé des essais, j'ai obtenu une fréquence basée sur 20 essais, mais pour inférer une probabilité là, qui, elle, va être de façon... qu'est-ce que j'aurais dû obtenir en théorie? Bien, l'idée, en fait, c'est que j'aurais besoin de plus d'essais. Donc, combien d'essais seront nécessaires? Moi, je vous avais volontairement pas donné un certain nombre d'essais à faire. C'est sûr que si vous en avez fait 5 essais, c'est clairement pas suffisant, en fait, pour être capable d'émettre une tendance. Même 20 essais ici, c'est pas suffisant pour être capable de voir si c'est préférable de gagner ou de perdre. Donc, l'idée, c'est de faire beaucoup plus d'essais. Puis, plus on va en avoir, notre tendance va être fiable. Donc, le simulateur, c'est là qu'il peut entrer en jeu, qui peut devenir intéressant. Donc, si on a un simulateur que je n'explorerai pas avec vous, mais un simulateur, en fait, qui me permet de paramétrer différentes choses. Donc, si j'ai choisi que je voulais avoir 2D dans cette situation-là, j'aurais pu le mettre en mode pas à pas pour voir chacune des étapes ou en mode rapide, mais je l'ai mis en mode turbo pour faire 1000 essais et ça s'est fait en l'instant un clic, en 1 seconde à peine, j'avais mes 1000 essais qui avaient été faits. Et en mettant les règles du jeu de ici que je faisais 1$ de profit, en fait, je paye 1$ puis je reçois 2$, ce qui me fait gagner 1$ en fait de profit si j'obtenais un 2 ou un 4. Et là, je pouvais paramétrer ici, ça ici. Donc, qu'est-ce que je peux observer ici? C'est que j'ai gagné en fait 548 fois sur 1000. Je peux le voir ici aussi, là, 548 fois sur 1000, qui est ici en pourcentage, 54,8% des fois. Et ça me fait un calcul du nombre des gains, des pertes et avec un bilan. Je n'ai pas trop besoin de cette information-là, mais ça semble quand même me dire qu'ici, je gagne plus souvent que je perds. Hein. J'ai gagné plus de 500 fois, puis j'ai perdu environ 550 fois, puis j'ai perdu environ 450 fois. Donc, je gagne un peu plus souvent. Donc, ce qui me laisse croire maintenant, en fait, je vous demande, selon ces résultats obtenus, selon vous, pour qui ce jeu est-il favorable? Est-ce qu'il est favorable aux joueurs, favorable aux forains ou c'est un jeu qui est équitable? Donc ici, vu qu'on a plus de gains, ça laisse croire que le jeu est favorable aux joueurs. Puis ça semble être une tendance beaucoup plus fiable que mes 20 essais faits précédemment, parce que là, j'ai 1000 essais. Donc, plus je vais avoir d'essais, plus cette tendance-là devrait être fiable. Elle devrait m'indiquer ce que j'aurais dû avoir en théorie. Donc, le simulateur peut être intéressant pour ça, pour faire réaliser beaucoup d'essais. Ça ne remplace pas, par contre, les essais manuels faits à la main, mais quand on a compris le principe et on va en faire beaucoup d'un coup, pour ne pas passer des heures, en fait, à lancer les dés, ça peut devenir assez intéressant. Une façon d'aller représenter, en fait, les résultats, c'est d'utiliser le tableau à double entrée. Donc, je peux faire ici, dire, bon, je vais lancer 2 dés et je trouve ça aidant, en fait, de séparer les couleurs pour bien distinguer, en fait, les résultats. Montrer que d'avoir, par exemple, 3 avec un dé bleu et 4 avec un dé vert, ce n'est pas la même chose que 3 avec un dé vert et 4 avec un dé bleu. Donc, c'est 2 résultats différents. C'est 3 et 4, mais le 3 dans un temps est avec le vert et dans un autre temps est avec le bleu. Donc, ça peut aider de bien les distinguer, ces résultats-là. Et là, ici, on voit, j'avais parlé dans une capsule vidéo précédente qu'il y avait 36 cas possibles. On voit ici, parce que pour chacun des 6 résultats de mon premier dé vert, j'ai 6 autres résultats possibles sur mon dé bleu. Et c'est pas qu'on les additionne, ces résultats-là, on les multiplie. Parce que pour chacun d'entre eux, à chaque fois que si j'ai un 1, j'ai 6 résultats possibles avec mon dé bleu. Si j'ai un 2, j'ai aussi 6 résultats possibles. Donc, genre 6 fois 6. On a aussi le modèle d'air sous forme de disposition rectangulaire qu'on a vu qui est un des sens de la multiplication. Donc, ça me donne mon tableau à double entrée avec mes 36 résultats possibles. Et là, si je veux faire ressortir lesquels sont favorables, tout simplement ici, on voit un petit peu moins bien le résultat, mais c'est tous ceux où il y a un 2 ou il y a un 4, par exemple, sur mon dé vert ou sur mon dé bleu. Et ça me fait ressortir, si je les compte, 20 cas favorables. Il y a 20 cas favorables qui ont soit un 2 ou un 4 ou les deux, sur 36 cas possibles. Donc, dans ce cas-là, si j'ai 20 cas favorables sur 36 cas possibles, ça semble indiquer qu'il y a plus de cas favorables que de cas défavorables. Une autre façon de le représenter, c'est avec l'arbre des possibilités. Donc, pour faire un arbre des possibilités, ou
de façon générale, on va appeler ça un diagramme en arbre, puis le diagramme en arbre va se décliner en arbre des possibilités, qui est celui qu'on voit plus souvent au primaire, puis ce qui va être vu après par la suite au secondaire, mais qui peut aussi être abordé au primaire, mais qui est d'habitude vu au secondaire, c'est l'arbre des probabilités. Donc, on va voir les deux, pour que vous connaissiez les deux, mais d'abord, l'arbre des possibilités. Donc, on va vraiment faire ressortir chacune des 36 possibilités. Donc, sur mon premier dé, je peux avoir 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 sur mon premier dé. Donc, si ce sont des branches, donc j'ai mon arbre et là, j'ai la branche pour le résultat du premier dé 1, branche pour le 2, branche pour le 3, 4, 5 et 6. Et ces branches-là vont se reséparer en fait en 6 autres branches qui sont les 6 résultats que je peux avoir sur mon deuxième dé. Donc, même si j'ai obtenu 1 sur mon dé vert, je peux avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6 sur mon dé bleu. Et là, ici, dans ces cas-là, ben, lesquels sont des cas favorables? Si j'ai eu 1 et 1, ce n'est pas un cas favorable. Si j'ai eu 1 et 2, oui, parce qu'il y a au moins un 2 ou un 4. 1 et 3, non. 1 et 4, oui. Et là, vous pouvez voir ici tous les résultats ici qui ont un petit crochet vert. Ce sont des résultats favorables qui ont au moins un 2 ou un 4. Donc, je vois ici mes 36 cas possibles et il y en a 20 d'entre eux qui sont des cas favorables. Donc, la probabilité d'avoir un 2 ou un 4 en lançant 2 dés réguliers serait de 20 sur 36. L'arbre des probabilités, une autre façon, c'est au lieu de toutes séparer chacune des 6 branches, on peut voir, ça prend quand même beaucoup de place ici dans l'arbre des possibilités. Ça prendrait, pour qu'on puisse bien les voir, idéalement, ça prendrait 36 lignes, disons, sur une feuille mobile pour bien séparer chacune des étapes. Ben, on peut décider de regrouper et dire, ben, dans le fond, j'ai un résultat qui serait favorable, qui serait soit un 2, soit un 4, ou un résultat qui est défavorable, qui est 1, 3, 5 ou 6. Donc, et quand je fais ça, je vais regrouper ensemble et je vais mettre un certain poids sur ma branche. Donc, voici à quoi ça ressemble. Donc, je peux dire, ben, sur mon premier dé, j'aurai un résultat favorable qui est soit 2 ou 4. Et dans ce cas-là, sur mon premier dé, 2 ou 4, c'est 2 cas favorables sur 6 cas possibles. Donc, je viens indiquer un certain poids sur ma branche. Et sinon, ben, défavorable, j'ai ni 2 ni 4, donc j'ai 1, 3, 5 ou 6. Ben ça correspond à 4 cas sur 6. Et je fais la même chose pour mon deuxième dé, même principe, d'avoir un 2 ou un 4 ou ni 2 ni 4 avec les différents poids. Il est à noter qu'un arbre des possibilités, je ferai ressortir toutes les possibilités sans indiquer de poids ou de probabilité sur mes branches. Et ce qui indique que ce serait tout, chacun, on n'a pas besoin de l'indiquer, mais ce serait un sixième, un sixième, un sixième, un sixième, un sixième pour chacune des 6 branches. Alors qu'ici, ben, on vient regrouper ensemble, donc il faut venir indiquer dans le fond quelle est la probabilité d'être dans cette branche-là. Donc ça permet de faire des arbres qui sont beaucoup plus compacts, mais qui sont aussi plus abstraits parce qu'on ne voit pas toutes les possibilités. C'est les probabilités, en fait, qui viennent englober là, les différentes possibilités. Donc, après ça, ben, on pourrait regarder à partir de ça pour faire ressortir les cas favorables. On pourrait faire ressortir ben, la probabilité d'avoir de gagner, en fait, c'est d'avoir un 2 ou un 4 au début sur le premier dé et aussi sur le deuxième dé, ou je peux avoir eu un 2 ou un 4 sur le premier dé, mais pas sur le deuxième dé. Ça me fait quand même gagner. Je pourrais ne pas avoir eu un 2 ou un 4 sur mon premier dé, mais oui sur le deuxième dé. Donc, tous ces cas-là sont favorables. Et le seul cas défavorable, ce serait de n'avoir ni 2 ni 4 sur mon premier dé et ni 2 ni 4 sur mon deuxième dé. Donc, ici, une façon de le calculer à ce moment-là, ben, un calcul de probabilité pour vous, qui n'est pas vu d'habitude au primaire, c'est vu après au secondaire, mais on pourrait dire les fois où je vais perdre, en fait, c'est peut-être plus facile à isoler ici les fois où je vais perdre, qui est la branche du bas. Ben, j'ai ni 2 ni 4, donc une probabilité de 4 sixièmes, puis ni 2 ni 4 encore pour une autre probabilité de 4 sixièmes. Donc, on va multiplier parce que je veux avoir ni 2 ni 4 sur mon premier dé et aussi ni 2 ni 4 sur mon deuxième dé. Pour que les deux événements surviennent, on va les multiplier. 4 sixièmes fois 4 sixièmes, ça me donne 16 trentixièmes. Donc, dans 16 trentixièmes des cas, je vais avoir aucun 2, aucun 4 sur les 2 dés. Et de façon complémentaire, en fait, l'événement complémentaire, ben, ça va être 20 trentixièmes où je vais gagner. Et là, ce serait tous les cas ici que je pourrais décliner aussi en 2 sixièmes fois 2 sixièmes, plus 2 sixièmes fois 4 sixièmes, plus 4 sixièmes fois 2 sixièmes. Ça me donnerait aussi mes 20 trentixièmes, là, mes cas favorables. Donc, selon le raisonnement théorique, pour qui ce jeu est favorable selon vous? Je vous repose la même question. Est-ce que c'est favorable aux joueurs, aux forains, ou c'est un jeu équitable? Donc là, je pense que ça devrait devenir clair ici que le jeu est favorable aux joueurs. Donc, est-ce que vous acceptez de jouer à ce jeu-là?
Je pense que la réponse devrait être oui. Pourquoi? Parce que le jeu est favorable aux joueurs. Il permet de gagner plus souvent, de façon théorique, le 20-36e des fois, versus qui va perdre 16-36e des fois. Donc ça veut dire, une façon de le dire, c'est que cette probabilité-là, c'est qu'il y a 20 cas favorables sur 36 cas possibles. Et là, comment je peux l'interpréter aussi différemment? Mais 20-36e, je peux réduire cette fraction-là en divisant par 4 au numérateur et au dénominateur, ce qui va me donner une fraction équivalente, que je peux, qui est irréductible ici cette fois-ci. Et je pourrais la transformer en nombre décimal en comprenant bien que la barre de fraction ici, 5 neuvièmes, c'est 5 divisé par 9. Et si je fais 5 divisé par 9, et je fais le calcul de division par crochet, par exemple, je vais obtenir 0,5, 5, 5. Et là, j'aurai toujours la même période même principe qui va se répéter si je fais la division. Donc, ça amène l'idée de 0,5 périodique. Donc, ce symbole-là qu'on va utiliser plus souvent au secondaire. C'est l'idée qu'on pourrait l'écrire comme ça, 0,555 avec 3 petits points pour dire ça se poursuit, ou on pourrait dire c'est 0,5, le 5 se répète à l'infini, donc 5 périodique avec la petite ligne ici, ou on pourrait arrondir et dire ça c'est environ, si on veut l'arrondir au centième, est-ce que c'est plus près de 55 centièmes ou 56 centièmes? C'est plus près de 56 centièmes, et qu'on pourrait transformer facilement, si on l'a écrit en centièmes, c'est 56%. Et là, peut-être que c'est contre-intuitif pour vous. Comme je disais tantôt, une façon de le voir, c'est de dire, des cas favorables sur un dé, j'en ai juste 2 sur 6. Ici, 2 sur 6 aussi. Bon, mis ensemble, on pourrait penser que ce n'est pas nécessairement l'avantage aux joueurs. Par contre, ici, le fait d'avoir mes deux dés, en fait, il me donne plus de chance, plus de probabilité de gagner plutôt. Mais une erreur, en fait, ce serait de dire c'est 2 sixièmes fois 2, le 4 sixièmes. Donc, ce n'est pas 4 sixièmes, ce n'est pas 67%, c'est 56%. Ce que ça veut dire, c'est qu'à long terme, si je gagne 20 fois sur 36 et que je perds 16 fois sur 36, je vais avoir un avantage de 4 $ pour 36 parties. Hein? Je gagne 20 fois, je perds 16 fois, donc j'ai gagné 4 $ pour 36 parties. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que si on joue à long terme, une partie en 10 secondes. Donc, je regarde, OK, j'ai eu 3 et 1. Je n'ai pas, ça me permet, j'ai pas de 2 ou de 4. J'ai perdu, je le note, j'ai perdu. Et là, si je continue à faire ça aux 10 secondes, une partie aux 10 secondes, ça voudrait dire que je vais faire 6 parties par minute, hein, parce qu'il y a 60 secondes dans une minute. Et dans une heure, il y a 60 minutes, donc je vais pouvoir faire 60 fois plus de parties. 60 fois plus de parties, ça va me donner 360 parties en une heure. Et on a dit que pour 36 parties, je faisais un gain, un profit de 4 $. Donc, pour 36 parties, 4 $. Donc, pour 360 parties, donc 10 fois plus de parties, je devrais avoir un profit 10 fois plus élevé. Donc, 10 fois plus que 4, 40. Donc, ce que ça veut dire, c'est que si je joue une partie aux 10 secondes à ce jeu-là, je vais faire 40 $ de profit par heure. Donc, c'est quand même rentable. Si vous voulez faire ça comme métier, ça pourrait être bien. Par contre, il n'y a aucun casino qui va vous proposer ce jeu-là parce que, évidemment, les casinos vont proposer des jeux qui sont favorables, non pas aux joueurs, mais favorables pour le casino, en fait. Eux sont là pour faire de l'argent. Mais dans ce jeu-là, si on revient à ce jeu-là, si jamais il existait et qu'on pouvait jouer, c'est super, mais à court terme, on peut quand même perdre. Donc, même si à long terme, on peut prédire qu'on va gagner, si je joue une prochaine fois, j'ai obtenu un 3 et un 5 et je viens de perdre mon 1 $. Donc, il n'y a rien qui dit que même si à long terme, c'est payant, à court terme, on peut tout de même perdre parce que c'est non déterminé. Donc, ça amène à prendre une décision. Puis, je pense qu'un autre aspect important, en fait, de travailler les probabilités, c'est de sensibiliser au jeu excessif. Pourquoi? Il y a des graves conséquences qui sont associées au jeu excessif, là, donc l'idée d'investir de façon excessive du temps et de l'argent, dans le fond. Donc, les joueurs excessifs, là, qui sont les gamblers, si on veut, là, ils vont manifester souvent des conceptions qu'on juge irrationnelles, là, qu'ils vont faire pour tenter de contrôler le hasard, en soufflant sur les dés, en n'osant pas partir de la machine à sous parce qu'il est dû pour payer, ou bon. Donc ça illustre une compréhension inadéquate du hasard. Donc, certaines recherches qui ont montré ça. Puis, au Québec, une autre étude qui a révélé qu'environ 67% des adultes ont participé à des jeux de hasard et d'argent dans la dernière année. Donc, quand même, à peu près 2 tiers des adultes pour une dépense médiane de 150 $. Donc, une dépense médiane, ça veut dire que c'est celle qui est au milieu. Donc, ça veut dire qu'il y a la moitié des dépenses qui sont de 150 $ ou moins, puis la moitié qui sont de 150 $ ou plus.
Donc, quand même, ça veut dire qu'il y a quand même des montants d'argent non négligeables. Et si on regardait la moyenne, en fait, la moyenne serait beaucoup plus élevée que 150 parce qu'il y a des gens parmi les joueurs excessifs qui vont parier des grosses sommes d'argent. Donc, ça peut, tant que ça reste dans ces montants-là, c'est pas très grave, mais il y a des gens qui en viennent à perdre leur maison, par exemple. Donc, d'où l'importance, en fait, de sensibiliser aux jeux excessifs puis d'intervenir tôt pour sensibiliser les jeunes aux probabilités, aux faibles probabilités de gagner là, dans les jeux de hasard et d'argent. Dans les différentes phases d'une activité, donc là, j'en ai fait une avec vous, là, la situation de le jeu de dés. Donc, on peut la décomposer en différentes phases là, si on la regarde avec un peu de recul. Donc, j'ai d'abord, je vous ai amené à faire une prédiction intuitive de votre côté, là, où on serait d'abord dans l'approche subjective. Donc, je vous demande, là, basé sur votre estimation personnelle, est-ce que le jeu est favorable aux joueurs, aux forains ou équitable? Ensuite, on a fait une expérimentation concrète, donc l'idée de réaliser un certain nombre d'essais. On peut revenir ensuite sur la prédiction pour voir est-ce que j'avais raison, est-ce que le jeu est bien favorable aux forains, par exemple, si c'était ça ma prédiction. Après, l'idée de, bon, j'ai peut-être pas assez d'essais, je vais aller faire une expérimentation plus vaste. Et là, qu'est-ce que je peux faire? Je peux regrouper des résultats. Donc, l'idée, peut-être j'ai fait 20 résultats, mais mes voisins aussi, dans la classe, par exemple, d'autres élèves ont aussi fait 20 résultats et on revient en équipe de 4 ou 5. Puis chacun en ayant 20 résultats, bon, on va avoir 80, peut-être 100 essais. Et là, déjà, on se rapproche d'une tendance un peu plus fiable, où on peut en venir même à utiliser un simulateur, comme les résultats du simulateur que je vous ai montré, le 1000 résultats faits très rapidement. Ça nous permet ensuite de revenir encore une fois sur la prédiction une fois qu'on a plus d'essais. Puis après, ben, ça nous donne une idée, ça nous laisse croire qu'on va gagner plus souvent qu'on perd, mais ça ne nous donne pas la probabilité elle-même. Donc ça nous amène, ensuite, une fois qu'on va avoir fait l'approche subjective, l'approche fréquentielle, on retourne dans l'approche subjective, on fait l'approche fréquentielle avec plus d'essais encore, on revient en approche subjective, bien, il y a l'approche théorique qui semble importante, qui mène à expliquer en fait quel va être ce nombre-là qu'on cherche, la probabilité théorique. Puis, avec la loi des grands nombres, en fait, dans l'approche fréquentielle, la loi des grands nombres, ce qu'elle nous dit, c'est que les fréquences observées vont tendre vers la probabilité théorique. Donc, à long terme, quand j'ai vu que pour 1000 résultats, je gagnais environ 55% du temps, ben, ça devrait être près de la probabilité théorique, qui est en fait aussi très près, qui était environ 56% du temps. Et après ça, ben, pour bien expliquer cette probabilité théorique-là, ben, on peut utiliser différentes représentations là, pour donner un sens. Donc, à la fois un diagramme en arbre, qui est plus approprié au diagramme des possibilités au primaire, mais je pense que c'est important que vous ayez aussi pour vous, dans votre coffre à outils, le diagramme des probabilités. Puis, il y a le tableau à double entrée aussi. Donc, dans les deux cas, on représente les 36 cas possibles, puis ça nous permet de voir lesquels sont favorables, pour faire le rapport entre le nombre de cas favorables et le nombre de cas possibles. Donc, je vous invite, dans le fond, à m'expliquer ce que vous retenez de cette capsule vidéo-là. On a pu résoudre un problème contre-intuitif, que je trouve contre-intuitif, à l'aide d'essais réalisés avec du matériel d'abord, à l'aide d'essais réalisés avec un simulateur, là, dans l'idée de la loi des grands nombres. Plus on a d'essais, plus on va être confiant que cette tendance-là va être fiable, puis va nous permettre d'inférer ce qui aurait dû se passer en théorie. Puis après ça, il faut aller vers le raisonnement théorique, appuyé sur diverses représentations. Le tableau à double entrée, l'arbre des possibilités, l'arbre des probabilités, plus pour vous en fait, pour calculer le rapport entre le nombre de cas favorables et le nombre de cas possibles. Puis on a terminé en soulignant l'importance de la prise de décision puis de la sensibilisation aux jeux excessifs. Donc j'espère que ça vous a plu. J'ai bien hâte d'en discuter avec vous à la prochaine séance de classe virtuelle. Merci.